Écoutez, merci beaucoup. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On va passer 40 minutes ensemble, mais même peut-être un petit peu plus, puisqu'on a un peu d'avance. Aujourd'hui, le sujet, l'économie et la géopolitique, revue et corrigée au travers du prisme de l'énergie. C'est un sujet large. C'est généralement un sujet qu'on traite avec les Éconoclastes, qui est un groupe de réflexion qui a été fondé l'an dernier, et avec Philippe Béchade notamment, qui me succédera. Généralement, on prend entre 2 heures et 3 heures pour traiter ces 3 sujets. Là, on va essayer de le faire en 40 minutes. 40 minutes, ça veut dire qu'on va pas pouvoir parler de tout sur l'énergie, de tout sur l'économie, de tout sur la géopolitique. Il y aura des petits trous dans la raquette. Alors pour commencer, moi j'aime bien utiliser des dessins un peu humoristiques pour faire passer des messages. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, mais il se trouve qu'au début du XXIe siècle, dans les années 2000, certaines personnes, certains chefs d'État, comme par exemple George Bush ou encore Tony Blair, pensaient qu'il y avait 710 raisons d'aller en Irak, dont notamment les armes de destruction massive, qu'on cherche encore d'ailleurs. Eh bien non, il n'y en avait qu'une seule, et c'était le pétrole, parce que le pétrole, on en a besoin pour faire tourner nos économies. Les États-Unis en ont besoin, puisqu'ils consomment à eux seuls 20 millions de barils par jour. Alors on dit 20 millions de barils par jour, ça parle pas beaucoup, mais c'est quand même 20% de la consommation de la planète. Et on en a besoin pour faire tourner et notre économie et nos voitures. Et donc là, dans ces 40 minutes, on va parler de ça rapidement. On va commencer par parler un peu d'économie. Et puis après, on va finir par la géopolitique. On parlera un peu de la Syrie, du Moyen-Orient, sur des sujets qui fâchent un peu plus. Et j'espère qu'il n'y a pas trop d'âmes sensibles. Parce que là, on n'est pas ici pour faire de la langue de bois. C'est notamment la vocation des éconoclastes. Alors pour commencer un peu d'économie, quelques chiffres. Ça, c'est l'économie mondiale depuis Jésus-Christ, donc depuis l'an 0. Et vous voyez qu'il s'est passé quelque chose en 1870 qui a fait que ça a changé de direction et qu'on est parti à peu près vers le ciel. En mathématiques, ça s'appelle une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, qu'est-ce qui la caractéristique? C'est qu'elle double à un laps de temps défini. Et là, par exemple, le PIB mondial, vous voyez que tous les 20 ans, il double. Donc, il a doublé entre 1972 et 1994. Il est passé de 20 000 milliards à 40 000 milliards. Il a doublé entre 1994 et 2015. Et 1994 et 2014, 40 000 milliards, 80 000 milliards de dollars. Et donc, on est sur une fonction exponentielle. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va continuer. Que ça va continuer. Alors, je suis allé regarder ce matin, je me suis amusé. Forcément, quand vous connaissez cette phrase, celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste, mais il peut aussi être un économiste prix Nobel. Donc vous avez Robert Fogel, qui a quand même prévu qu'en 2040, le PIB mondial serait égal à 250 000 milliards de dollars. 250 000 milliards de dollars, donc on fait un x3. Donc la règle marche encore. On fait un x2 jusqu'à 2035, on continue un peu. On est sur x3. Bon là, alors, et juste pour la petite blague, le PIB de la Chine, 123 000 milliards de dollars. PIB de l'Europe des 15 000 milliards de dollars. Bon, il est prix Nobel d'économie, il a sans doute raison, il a fait des belles études. Alors qu'est-ce qui s'est quand même passé en 1870, sans dire un petit mot? Eh bien en fait là, c'est vraiment le décollage de la révolution industrielle. Avant, notre économie dépendait de nos jambes et de nos bras pour faire tourner des machines, pour faire tourner des choses. Et là, on a commencé à pouvoir remplacer ça par des choses qui produisaient 10 à 100 fois plus et qui coûtaient 10 à 100 fois moins cher. Et d'ailleurs, parenthèse en passant, si vous regardez ces 30 dernières années, on parle beaucoup de chômage. Là, une des causes principales du chômage, pour moi, il y en a deux. Il y a bien évidemment le libre-échange ou le protectionnisme, comme vous voulez l'appeler. Mais il y a surtout le fait qu'on a fait beaucoup de gains de productivité. Gains de productivité, ça veut dire qu'on fait plus de chiffre d'affaires par personne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste pris des gens et on les a remplacés par des machines ou par des ordinateurs. Ça marche aussi dans les ordinateurs. C'est-à-dire qu'avant, chacun avait une assistante. Maintenant, on a Doodle ou on a quelque chose. On a moins besoin de ça. Donc ça, c'est les gains de productivité. Donc c'est bien les gains de productivité, mais ça fait du chômage de masse. Un truc qui est marrant d'ailleurs, c'est que la révolution industrielle est née en Angleterre. Elle est née au cours du 19e siècle parce qu'ils ont réussi avec des pompes à vapeur d'aller puiser l'eau qui était dans les mines à charbon pour pouvoir extraire plus de charbon.
il se trouve que les Anglais sont les premiers qui sont allés abolir l'esclavage. Et vous avez un lien direct, puisqu'avant on utilisait des esclaves humains, et qu'aujourd'hui vous avez une économie qui fonctionne avec des esclaves énergétiques. Alors c'est plus politiquement correct de l'utiliser comme ça, faut-il pour autant en avoir beaucoup? Petite rétrospective sur le monde de l'énergie, quelques chiffres importants à avoir en tête. Alors, comme je vous le disais, le charbon, c'est l'énergie de la révolution industrielle, depuis le 19e siècle. Et en fait, vous avez eu, juste après la Seconde Guerre mondiale, un passage de témoin avec le pétrole. Je vous présente le pétrole. Derrière en bleu, ça c'est le PIB mondial. Il se trouve que ça monte en même temps, ce qui est logique. On se dit forcément, pour faire de l'économie, on a besoin d'énergie, etc. Là, vous avez une période qui s'appelle les 30 Glorieuses. Voilà, 1950 jusqu'à 1980. Ça s'appelle les 30 Glorieuses. Qu'est-ce que c'est les 30 Glorieuses? C'est pas des gens hyper intelligents qui ont fait de l'économie planifiée, etc. C'est juste beaucoup de pétrole gratuit. Point final. Beaucoup de pétrole gratuit, point final. D'abord, un petit accro en 73 avec le premier choc pétrolier, qui, je vous rappelle, a été organisé par les États-Unis. Les États-Unis, en 1970, qui passent leur pic de production. Ils avaient beaucoup d'énergie à volonté, et là, ils commencent à en avoir moins. Et donc, ils ont besoin qu'aillent se développer d'autres champs de pétrole. Et donc, ils sont allés demander à l'Arabie Saoudite et à l'Iran d'artificiellement augmenter les prix pour pouvoir aller développer d'autres champs, comme la mer du Nord, comme l'Alaska. Mais donc, quand on vous explique que le choc pétrolier, c'est les gens du Moyen-Orient, ça c'est totalement faux et c'est tout à fait reconnu publiquement. Alors le pétrole, qu'est-ce qu'on peut en dire quand même? C'est quand même l'énergie du transport, c'est le sang de l'économie. Vous avez du pétrole, vous avez des voitures, vous avez plus de pétrole, vous n'avez pas de voiture, et vous n'avez pas de voiture et pas de bateau. Il se passe plus grand-chose en termes d'économie, notamment d'économie mondiale et de transport. Alors maintenant, si on regarde finalement l'économie, justement les crises économiques qu'on a connues depuis 40 ans, et qu'est-ce qui s'est passé sur le pétrole? Eh bien, on constate qu'en fait, sur les 5 crises majeures qu'on a vécues depuis 70, 4 de ces crises sont liées directement au pétrole. 1973, premier choc pétrolier. Là, c'est l'augmentation artificielle du prix du pétrole. Parce qu'en fait, avant 70, les plus grands producteurs, c'était les États-Unis. Et c'est eux qui fixaient le prix du pétrole. Il est là. Alors, en dollars constants, on est plutôt vers 10 dollars. Donc, un baril à 10 dollars pendant 30 ans. Et puis là, ils demandent d'augmenter ce prix du pétrole pour pouvoir aller développer d'autres champs pétroliers. Vous avez le second choc pétrolier, en 79, suivi par les années Thatcher, Reagan, etc., dans les années 80, que vous voyez ici. 1990, la guerre en Irak. Saddam Hussein ne nous arrange plus, donc on essaie de le chasser une première fois, sans succès. 2001. Alors 2001, là, c'est pas le pétrole. On peut pas être toujours sur le pétrole. 2001, c'est la bulle Internet. Donc la bulle Internet, entre 97 et 2002, et là, qui s'écroule, récession mondiale. Et puis là, vous avez 2008. Alors 2008, on vous a tous expliqué que c'était les subprimes, etc. C'est vrai que c'est les subprimes. Mais qu'est-ce qui a créé les subprimes? Les subprimes, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, à qui on en a prêté beaucoup et qu'à un moment donné, ne pouvaient plus rembourser. Ce qui a créé les subprimes, c'est qu'en fait, ces gens-là empruntaient avec des taux souvent variables. Et donc, la politique monétaire de la Fed, elle a commencé à remonter ses taux en décembre dernier, mais la fois d'avant, c'était en 2004. À partir de 2004, on a un cycle de hausse des taux américains lié à l'augmentation du prix des matières premières, à la fois du pétrole et à la fois de tous les métaux, lié à l'entrée de la Chine dans l'OMC depuis 2001, qui est devenu un ogre énergétique et un ogre de métaux. Et donc ces taux augmentent, et donc comme les taux de la Fed augmentent, tous ces gens qui pouvaient auparavant payer leurs emprunts ne peuvent plus le payer, ils commandent à vendre en masse, vous avez un effet boule de neige, et vous avez cet effondrement en 2008. Alors il faut voir qu'ici la petite pointe qu'on allait chercher, ça c'est lié, donc c'était en 2008, ça c'était lié aux Jeux Olympiques de Pékin, puisque la Chine avait besoin de beaucoup de pétrole, et donc il y avait eu pas mal de spéculations pendant 4-5 mois. Au début de l'année, on était à 100 $, et en septembre, on était repassé à 100 $. On avait oublié ce petit pic. Alors il semblerait que, effectivement, il pourrait y avoir un lien entre l'énergie et l'économie. Mais quel serait ce lien? Quel pourrait être ce lien? Alors il y a quelqu'un d'assez intelligent
qui s'appelle Gaël Giraud, je ne sais pas, certains de vous peut-être le connaissent, qui est chercheur au CNRS et qui est aussi jésuite, qui a fait un travail sur 50 pays entre 1970 et 2011 pour en fait réexpliquer l'économie. Nous, l'économie, on nous a toujours expliqué, c'est très simple. Un peu de capital, un peu de travail, on met ça ensemble, on mélange, et ça vous fait une économie. En ce moment, on n'a jamais eu autant de travail, jamais eu autant de chômeurs, jamais eu autant de capital, jamais eu autant d'argent. Que fait l'économie? Pas grand-chose. Donc a priori, on a peut-être oublié un élément. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, j'aime bien cet exemple que prend Jean-Marc Jancovici, il prend l'exemple du pêcheur. Vous prenez un pêcheur. Le pêcheur, s'il a un beau bateau du capital, super, il peut aller à la pêche. S'il a plusieurs hommes pour aller l'aider, super, il va aller pouvoir prendre tous ses poissons. Mais s'il n'y a pas de pétrole et qu'il n'y a pas de poissons, il ne va rien se passer. Il va rien se passer. Et donc, on dit souvent que l'économie, elle dépend à 10% du pétrole, parce que c'est ce que pèse, en gros, le secteur énergétique dans le PIB. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Gaël Giraud? Il a montré que c'était pas 10%, mais que c'était 60%. 60%. L'énergie explique 60% de la croissance, et le capital, lui, est plutôt vers les 15%. Donc, d'avoir du capital, c'est bien, mais si vous avez un souci d'énergie, c'est un peu plus compliqué. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais en ce moment, le pétrole est pas loin des $30. La dernière fois qu'il était là, c'était en 2002. On croule sous le pétrole. L'énergie, on n'en a jamais eu autant de toute l'histoire de l'humanité. Et on arrive à parler de ce fameux pic pétrolier. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont entendu parler. Le pic pétrolier, en gros, c'est de dire que on va passer par un maximum d'extraction et de consommation de pétrole à un moment donné. Et c'était quelqu'un qui s'appelait King Hubert en 1956 aux États-Unis qui avait dit dans 14 ans, 70, les États-Unis passeront leur pic de production. En 70, les gens ont regardé 14 ans plus tard et ils se sont dit, dis donc ce vieux con, il avait tout faux. On n'a jamais produit autant de pétrole qu'en 70. C'était vrai. Sauf que, depuis, ils n'en ont plus jamais produit autant. Donc, il avait raison. Je fais partie aussi d'un groupe de réflexion qui s'appelle l'ASPO, Association pour l'étude du pic pétrolier, où d'ailleurs j'ai fait baisser la moyenne d'âge considérablement parce que c'est des gens qui ont attendu la retraite pour pouvoir parler librement. Et souvent, c'est des géologues pétroliers, donc la moyenne d'âge, avant mon arrivée, devait être vers 93, et là, on est peut-être passé à 91. Mais c'est des gens qui sont très savants. C'est très très intéressant. Jean Laheyrer, ça fait partie des gens, Colin Campbell, Jean Laheyrer, qui ont créé ça. Le pic pétrolier, c'est quoi? Moi, on me dit souvent, oui, dans le pic pétrolier, il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole. Aujourd'hui, on nous dit qu'il reste 40 ans. Donc, dans 40 ans, ce sera pareil. Et puis on n'en parlera plus. C'est une fausse histoire. Le pic pétrolier est mort. En fait, ces gens-là ont tous raison. Mais sauf que quand on calcule une réserve, que ce soit pour un métal, ou que ce soit demandé à Areva avec Uramine, ou que ce soit pour du pétrole, ça dépend du prix. Donc en fait, oui, il y a 40 ans, on avait 40 ans de pétrole à $10. Très bien. Aujourd'hui, il nous reste 40 ans de pétrole à $100. Et dans 40 ans, il nous restera 40 ans de pétrole à $1000. La seule question qu'il faut se poser, c'est qui va payer $1000 pour le pétrole? Alors $1000, si je vous fais une petite conversion, on n'a qu'à dire que vous passez votre litre d'essence à 10 € du litre, vous faites un plein de 50 litres, 500 €. Bon. 500 €, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher. Si vous avez une grosse voiture avec 100 litres, vous passez les 1000 €. Peut-être que vous pourrez payer avec des pièces d'or, je sais pas. Mais $1000, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un souci. Et alors, concrètement, quel est ce souci? Le souci, c'est qu'en fait, le pétrole, en toute logique, on n'est pas des gens stupides. Quand les gens ont commencé à aller chercher du pétrole, ils sont allés le chercher là où c'était le plus facile. Ils mettaient une petite paille dans le sol, ça s'est passé notamment aux États-Unis, et puis ils l'ont extrait. Et donc, moins on en a, plus on va le chercher dans des endroits où c'est plus difficile de l'extraire, et plus ça coûte cher. Et donc vous voyez là quelques exemples de champs pétroliers. Donc l'Arabie Saoudite, ça leur coûte moins de $10 d'aller chercher un baril. Les Américains, le coût complet, pas les coûts d'opération, c'est entre 50 et $70, le pétrole de schiste aux États-Unis. Mais c'est pas le plus cher. Vous pouvez aller aussi en Arctique, là c'est encore un peu plus cher, mais Shell a abandonné ses projets là-bas. Vous pouvez aussi aller au Canada, les sables bitumineux du Canada, qui sont plutôt vers les 80 ou $100. Et vous pouvez aussi aller faire un petit tour au Kazakhstan. Écoutez, vous connaissez peut-être Kashagan.
connaît pas Kashagan. Alors Kashagan, en fait, c'est le dernier projet le plus géant qu'il y ait eu dans l'histoire de l'humanité sur le pétrole. Pour l'instant, 50 milliards d'euros qui ont été investis. Alors 50 milliards d'euros, c'est quoi? Alors moi, pour qu'on comprenne, 50 milliards d'euros, c'est 6 EPR. D'accord? Un EPR à 8 milliards. Hein. Je prends le prix réel. Hein. Sinon, ça fait 12 EPR. Mais... Donc 50 milliards d'euros, 6 EPR, ils n'ont pas sorti une goutte de pétrole. Pas une seule goutte de pétrole. En fait, je mens un peu parce que Kashagan a produit pendant 3 jours, mais comme c'était du pétrole avec beaucoup de soufre, ça a corrodé tous les tuyaux qui sont devenus complètement percés, et donc ils doivent juste changer tous les tuyaux, toute l'infrastructure. C'est con, mais ils sont pas à l'abri d'en sortir un jour. Alors, combien il coûte ce pétrole à Kashagan? Il coûte $125. $125. Est-ce qu'on paye $125 le pétrole? Je rappelle souvent que le pétrole, c'est moins cher que l'eau minérale. Hein. On dit souvent, mais attends, c'est cher, $100 le baril. Bon, en fait, si vous prenez un litre de pétrole, c'est quoi le litre de pétrole? Vous prenez un litre d'essence. Le pétrole, c'est un tiers, parce que le reste, c'est des taxes, donc c'est 50 centimes le litre. Hein. C'est pas cher. Donc si on passe de 50 centimes à 70 centimes, ça va pas être la fin du monde. Mais en fait, si. En fait, si, ça va être la fin du monde, parce qu'on se rend compte que notre économie, à partir de $120, elle n'achète plus le pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ont les moyens de se payer le pétrole, eh bien, ils font autre chose. Donc au lieu de prendre leur 4x4 ou leur petite voiture, peut-être leur Logan, je sais pas, ils prennent un vélo. Et donc, ils achètent moins de pétrole. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils achètent moins de pétrole? Les prix, la consommation baisse, et donc les prix se détendent, et donc, on redescend. Et donc, sur le pétrole, en fait, vous avez un mur à une production de 80 millions de barils par jour, et vous avez un plafond qui est à $120 du pétrole, à partir duquel les gens n'achètent plus cette chose-là. Et donc, finalement, le pic pétrolier, c'est ça. Le pic pétrolier, c'est la rencontre entre une augmentation des coûts d'extraction du pétrole et une limite, voire une baisse, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le pouvoir d'achat des gens baisse. Vous avez beaucoup d'États, notamment au Moyen-Orient, où on commence à même baisser les subventions. Dans ces pays-là producteurs, souvent, le pétrole est très subventionné. Donc, quand vous baissez les subventions, les gens peuvent moins se le payer. Et donc, on va aller se retrouver, passer un pic pétrolier. Alors, moi, ma conviction personnelle, c'est que le pic pétrolier, c'était l'an dernier. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Donc ça veut dire qu'en fait, dans l'histoire de la planète Terre, donc planète Terre, c'est moins 5 milliards, et je pense qu'elle en a encore pour 5 milliards. Je parle pas des humains, je parle de la Terre. Donc sur les 10 milliards d'années, le pic de production, c'était en 2015. Maximum. Donc ça veut dire qu'on retrouvera plus jamais ces niveaux de production. Et quand on a vu que ça avait un impact sur l'économie et la croissance, on peut se poser 2-3 questions. Alors concrètement, la production du pétrole dans le monde, c'est quoi? Ça ressemble un peu à ça. En fait, si on retire les États-Unis et le Canada, vous avez une révolution du pétrole de schiste et aussi des sables bitumineux qui a été permis par 2 choses entre 2000 et 2014. De l'argent gratuit, les quantitative easing américains, QE1, QE2, QE3. On attend le petit frère pour la fin de l'année normalement. Et puis vous avez cet argent, donc Wall Street qui a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et puis après vous avez aussi que quand vous imprimez de l'argent, eh bien vous imprimez aussi du pétrole parce que vous rajoutez $20, $30 sur les prix du pétrole de manière artificielle, puisque c'est un actif dans lequel les gens vont investir. Donc le monde a passé son pic de production, c'était en janvier 2011. Le petit pic que vous voyez là, ça c'est, on enlève États-Unis, on enlève Canada, ça c'est le monde. Alors après la question qu'on peut se poser, c'est, alors les États-Unis, Canada, c'est pour quand? Comme je vous l'ai dit, a priori c'est derrière nous. Ça, c'est la production de pétrole aux États-Unis. Alors, en juin, on est monté à 9,7 millions de barils par jour, sachant que le maximum était en quelle année? 70, il y en a quand même qui écoutent, c'est sympa. 1970, qui était à 10 millions de barils par jour. Donc, on n'a pas retrouvé 10 millions, mais on a passé ce niveau-là. Et la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que ça va remonter? Alors, dans un contexte de prix du pétrole à $30, c'est le niveau des prix du pétrole en 2003. Et puis avec une hypothèse où la Fed augmente le coût de l'argent, donc moins d'argent aussi à donner à Wall Street, c'est pas sûr. C'est pas sûr, et donc ça voudrait dire qu'on pourrait passer ce pic pétrolier de 2015, et pas forcément si loufoque que ça est tout à fait possible. Alors qui dit pic pétrolier dit pic PIB, etc., parce que ça entraîne tout le monde derrière. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui en avaient parlé en 72, moi j'étais pas encore né. C'est des chercheurs du MIT qui en fait avaient plus ou moins averti aux gens que la Terre était ronde. Bon, c'est vrai qu'à une époque, il y a des gens qui se faisaient brûler pour dire des choses pareilles, mais eux en 72, on leur a quand même dit qu'ils étaient un peu tarés.
Ils avaient en gros dit que, au rythme de consommation des ressources actuelles, entre 2010 et 2030, ça va un peu coincer. C'était le message. Alors après, les gens l'ont arrangé à leur sauce. Ils ont fait un modèle, en fait. Ce qui est intéressant dans leur travail, c'est que, et ça n'a jamais été reproduit depuis, hein, comme l'homme sur la Lune, c'est-à-dire qu'ils ont fait un modèle macroéconomique qui n'est pas un modèle du flux. Nous, notre économie classique, c'est des modèles de flux. Ça a été créé quand on n'était pas beaucoup sur Terre, peut-être 1 milliard, 2 milliards, et puis il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de limite. Donc le fait qu'il reste des poissons ou pas et qu'il reste du pétrole ou pas, c'était pas le sujet. Sauf que là, quand on est plus 1 milliard, mais qu'on est plutôt 7 milliards, ça devient un peu le sujet. Et donc ils ont fait plutôt pas un modèle de flux, mais un modèle de stock. D'accord? Donc on prend, parce que le flux c'est l'univers, et puis la stock c'est la planète Terre, quoi, la planète ronde. Et donc on prend les ressources, on fait de la nourriture, des produits de service, de la population, etc. On fait des boucles rétroactives, et on voit ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que ça coince là. 2010-2030, alors je me risquerai pas à vous dire pour quand c'est, mais à mon avis, d'ici 2030, c'est quand même assez plausible. Et donc vous avez ce pic pétrolier finalement qui va entraîner tous les autres pics derrière lui. Et donc le pic oil qui va entraîner le pic oil. Pic oil, pic oil. Bon, alors est-ce que c'est grave finalement le pic? Est-ce qu'on n'a pas des exemples autour de nous de pics qu'on connaît? Est-ce que vous connaissez des pays qui ont passé des pics pétroliers? Non? Alors un premier, Cuba. Cuba en 1990, hein, avec l'effondrement du bloc soviétique, et donc qui peut plus importer de pétrole, donc sa consommation de pétrole baisse par un tiers. Alors ça s'appelle la période spéciale. Je crois que c'était pas une période très drôle à Cuba, mais ceci étant dit, ils s'en sont sortis, sachant que eux, ils ont quand même en plus de nous le soleil, la salsa et puis les plages. Nous, on n'a pas les plages et la salsa. Un autre exemple plus près de chez nous, la Grèce. La Grèce en 2011 qui a aussi passé son pic pétrolier, hein, sur la consommation bien évidemment. Alors là, bon, avec la crise de la dette, ils ont quand même réduit. Moi, je me disais souvent que la Commission européenne n'avait aucun plan pour l'énergie, le climat, etc. En fait, c'est faux. Parce que la meilleure façon de faire baisser sa consommation d'énergie, c'est de faire baisser le PIB. Donc ça, c'est l'austérité. Et la Grèce a baissé sa consommation d'énergie de 20%. 20%. Bon, c'est pas très politiquement correct, mais c'est le cas. Alors, il y a peut-être d'autres pays que vous connaissez aussi. L'Indonésie, la Norvège. La Norvège, c'est la principale source de pétrole en Europe. Je vous rappelle que si on prend l'Europe, donc, ou l'Union européenne, on importe 98% de notre pétrole quand même. On dépend des autres. Et la Norvège, on en dépend pas mal, mais ça baisse. Ça baisse. Vous avez aussi le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, voilà, eux, ils ont passé de pic. Il faut savoir que ça, c'est... Le Royaume-Uni qui s'est quand même pas mal développé, la période Thatcher, c'est juste qu'on a trouvé du pétrole et du gaz et que ça a mis un peu de beurre dans les épinards. Et puis vous avez 2-3 pays, là je les ai mis en rouge, alors je sais pas, Yémen, Égypte, Venezuela, Syrie, Algérie. Donc c'est toutes des démocraties, tout se passe bien pour le meilleur des mondes. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour ces gens-là. Le pétrole n'explique pas tout. Pour par exemple l'Égypte, le pétrole c'est quand même pas non plus 50 millions de barils, c'est pas quelque chose d'énorme. Alors moi, je me posais la question plus près de chez nous. On a notre ami Bachar el-Assad. Est-ce que le pic Bachar, est-ce que tu penses que c'est grave ou pas? Bon, alors la Syrie a passé son pic de production du pétrole en 1996. Donc, elle était exportatrice. Et petit à petit, vous voyez en fait sa production ici, et vous voyez la consommation en vert. Et on voit qu'en 2008, en fait, la production rejoint la consommation. Bon, soit, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'en Syrie, au début des années 2000, 40% des revenus de l'État provenaient de la vente du pétrole. En 2010, on est à 25%. 25%, ça veut dire qu'on doit trouver d'autres sources de financement. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On augmente les taxes, pas très populaire. On baisse les subventions, pas très populaire. Et manque de bol, ce que disait notre ami Jérémy Rifkin juste avant, il y a eu des très très mauvaises récoltes en fait au Moyen-Orient à la fin des années 2000 et en 2010 aussi, qui expliquent pour beaucoup d'ailleurs, pour beaucoup le printemps arabe, parce qu'on dit souvent ce qui sépare la démocratie de la guerre civile, c'est les 3 repas par jour. Bon. Et donc là effectivement il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Alors on va reparler de la Syrie un peu plus tard. Mais maintenant, on va aller un peu sur la géopolitique, et donc la géopolitique, on va bien évidemment parler de l'Arabie Saoudite, et on va parler aussi de son plus vieil allié, les États-Unis, parce qu'on a tout entendu depuis que le prix du pétrole a baissé de 66%, je crois, depuis les plus hauts de
Juillet 2014. Alors au début, on nous disait, en fait, c'est par rapport à Poutine, parce que on n'aime pas trop Poutine. Donc comme on avait réussi, vous vous souvenez du contre-choc pétrolier, on avait réussi à faire tomber la Russie par le pétrole et aussi par couper toutes les sources de financement de la Russie. C'est ça qui les avait tués. Et c'était les États-Unis qui avaient orchestré ça. Très bien marché. Là, sauf que manque de peau, la Russie, si on regarde les revenus de la Russie du pétrole en roubles, constant, ça n'a pas baissé, parce que forcément ils ont dévalué leur monnaie et donc l'impact est pas fantastique. Alors on disait c'est peut-être parce que en fait les Américains sont devenus indépendants énergétiquement, donc ils ont besoin de plus de personnes, ils s'entendent plus avec l'Arabie Saoudite. Ils s'entendent encore un peu parce qu'ils ont vendu, je crois récemment encore un contrat 4 bateaux, 14 milliards de dollars, donc ils s'entendent encore un peu. Et puis on a entendu finalement c'est juste l'Arabie Saoudite qui fait ça pour tuer les Américains, pour tuer le pétrole de schiste. Et je dis souvent, pour essayer d'interpréter les faits, c'est bien de se plonger un peu en arrière. Et c'est pour ça que je suis très content d'être avec mon groupe de réflexion de l'ASPO aussi, ces gens de 91 ans de Moyen-Âge, parce que on peut vous apprendre des choses. Moi, je suis né en 1981, donc j'ai pas bien compris cette histoire-là. Mais entre 80 et 85, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un second choc pétrolier. Donc les prix du pétrole ont augmenté, qui sont allés jusqu'à au-dessus de $100. Qu'est-ce que ça a permis? Comme je vous le disais, ça a permis de développer beaucoup de nouvelles capacités de production. En même temps, vous avez Reagan, Thatcher et Mitterrand aussi, avec les tournants de la rigueur en 82, qui font baisser la consommation. On est exactement dans la même configuration que l'an dernier. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, l'Arabie Saoudite? Ils ont été un peu gourmands. Parce que en fait, quand les prix du pétrole sont revenus que à $100, ils se sont dit $100, moi j'aimerais bien que ça monte un peu plus, je vais couper ma production. En 4 ans, ils l'ont coupé de 6 millions de barils. Ils sont passés de 10 millions de barils en 81 à 4 millions de barils en 85. En même temps, le prix du pétrole a baissé de 40%. On est passé de 100 à 60 parce qu'on avait cette surproduction et parce qu'on avait cette sous-consommation. Résultat, baisse des revenus pétroliers de l'Arabie Saoudite, moins 80%. Moins 80%. Ils n'avaient pas envie de faire ça à nouveau, les Saoudiens. Et ils sont pas idiots. Ils ont tout à fait raison. Et donc, ils se sont dit, aujourd'hui, je fais 10 millions de barils à $80. Ça, c'était le 27 novembre 2014. Si j'enlève 2 millions de barils, j'en fais plus que 8. Si je veux gagner autant d'argent, il faut que le baril repasse de 80 à 100. Sachant que la production américaine continuait d'augmenter. Aucune chance que ça n'arrive. D'ailleurs, aujourd'hui, le fait que le pétrole soit à $30 leur donne entièrement raison. Entièrement raison, parce qu'il se repasse exactement la même chose qu'après le second choc pétrolier. Il ne faut pas oublier que quand le pétrole, pendant 4 ans, entre 2000 et 2014, est à plus de $100, ça s'appelle un choc pétrolier. Ça s'appelle un troisième choc pétrolier. Personne ne l'a dit, mais donc on est dans cette configuration-là. Et donc ils se sont dit, écoutez, le pétrole, pendant assez longtemps, vous aimez bien le cartel, ça vous arrangeait, on baissait, on montait, etc. On va faire un peu de main invisible pour voir. On va passer un peu avec l'économie de marché. Et donc, économie de marché, on laisse les choses se faire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un marché qui est en surproduction? Eh bien, vous éliminez tous les acteurs dont le coût marginal est le plus élevé. Tout simplement. C'est ce qu'a fait la Chine très bien. La Chine est très fort, vous savez, sur les terres rares. Ils ont supprimé 97% de la production de terres rares est en Chine. Panneaux solaires, 80% des panneaux solaires en Chine. Ils ont fait ça sur les téléphones, etc. Demain sur les voitures électriques, sur les vélos électriques aussi. Donc ça marche bien. Et donc ça va marcher. Ça va marcher puisque là, on voit bien que l'industrie américaine commence un peu à ralentir. Mais les gens qui sont visés sont pas forcément les Américains. En fait, c'est plus les Canadiens. On n'en parle même pas, mais en fait, le pétrole le plus cher, le pétrole marginal, c'est pas le pétrole américain, c'est les sables bitumineux du Canada. Et vous vous souvenez peut-être d'ailleurs que Total était impliqué dans des projets sur le Canada, et ils en sont sortis. Ils en sont sortis, alors j'ai regardé la date tout à l'heure, ils sont sortis en mars 2013. Mais en mars 2013, le pétrole était à $110. Ils en sont sortis à $110. Là, on est à $30. Donc, j'aime autant vous dire que, a priori, c'est pas pour tout de suite que ça va repartir. Il y a aussi l'Arctique. L'Arctique, tout le monde parlait de l'Arctique, génial. Finalement, le réchauffement climatique, c'est pas bien, mais bon, si ça peut enlever la banquise, ça va peut-être nous arranger. Shell, septembre 2015, arrêt total des explorations en Arctique. On ne parle plus de l'Arctique pour l'instant. Alors, vous avez tous entendu parler des États-Unis. Les États-Unis, nouvelle puissance indépendante énergétiquement. Qui n'a pas entendu ça?
Ou alors, plutôt, qui a entendu ça? États-Unis indépendants énergétiquement? Qui y croit? Ah, quand même, je vais pas parler pour rien, alors. Bon, vous me rassurez. Non, alors oui, on a beaucoup parlé des États-Unis énergétiquement, c'est vrai et c'est faux. On va commencer par la partie vraie. Les États-Unis, depuis les années 2000, entre 2000 et 2010, en fait, ont eu cette révolution, avant que ce soit sur le pétrole, c'était sur le gaz. C'était sur le gaz. Et effectivement, sur le gaz, les États-Unis, aujourd'hui, avec la production qu'ils ont, et il y a notamment une production associée au pétrole, sont indépendants. Ils n'achètent pas de gaz aux autres, peut-être un peu aux Canadiens, mais c'est tout. Alors maintenant, on va regarder le pétrole. Les États-Unis, c'est ça, c'est cette courbe en bleu. Il faut savoir que les États-Unis, depuis 1970, sont le premier exportateur mondial de pétrole. Depuis 1970, et ça n'a pas changé. Ça n'a toujours pas changé. Ils sont là. Alors, ils sont montés à 10 millions de barils, et là, effectivement, on voit que, comme ils en produisent un peu, ça baisse. La Chine, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, aujourd'hui, là, il se pourrait effectivement qu'en 2015, sur certains mois, la Chine a importé plus de pétrole que les Américains. Pas pour le consommer, mais parce qu'ils sont malins, les Chinois, quand même. Ils se disent, le pétrole, il est à 20 $ ou 30 $. Ce serait pas con de l'acheter et de le mettre sous mes pieds. Donc, ils ont recréé des champs de pétrole en Chine. Ils ont creusé des grottes. Et en ce moment, ils achètent tout le pétrole de la planète et ils l'enfouissent, et ils l'enfouissent, et ils l'enfouissent. Mais c'est extrêmement intelligent. Hein. C'est vraiment extrêmement intelligent et on aurait tout intérêt à faire pareil. Alors aujourd'hui, les importations de pétrole aux États-Unis, c'est quand même 7 millions de barils par jour sur une consommation de 16. Je vous fais le calcul, ça fait 40%. 40%, on ne peut pas encore parler exactement d'indépendance énergétique. Et là, on est au maximum, puisque si la production américaine baisse, vous allez avoir des importations qui vont bien évidemment remonter. Alors on nous a dit aussi, indépendant énergétiquement par rapport à l'Arabie Saoudite. Grâce à la révolution là du pétrole de schiste, c'est bon, ils peuvent dire tout l'Irak, pour qui ils étaient allés chercher le pétrole en 2003, l'Arabie Saoudite, etc. C'est bon, plus besoin d'eux, on les laisse, on enlève les soldats, on n'a plus besoin de mettre 1000 milliards de dollars par an à cet endroit-là. Est-ce que les Américains sont devenus indépendants énergétiquement de l'Arabie Saoudite ou pas? Alors, l'Arabie Saoudite n'est plus le premier exportateur avec les États-Unis, puisque c'est le Canada. Mais si on s'intéresse en fait aux exportations de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe? En 2010, la révolution du pétrole de schiste n'a pas commencé. On a 1,1 million de barils importés par jour depuis l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Quelle est la situation aujourd'hui? On est passé de 1,1 qui représentait 12% des importations à 1,2. Ça a augmenté. Ça a augmenté aujourd'hui, comme les importations sont plus faibles, en part relative, ça représente 16%. Et donc, ça a augmenté. Donc, c'est un mythe. Et donc, les Américains sont toujours dépendants de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Vous avez quand même l'Irak ici. Le Moyen-Orient, en fait, ça fait 25% des importations. Et c'est stable depuis 40 ans. C'est stable. Depuis 40 ans, vous prenez l'Amérique du Nord, le Canada, vous prenez l'Amérique centrale et puis vous prenez le Moyen-Orient, c'est stable, ça ne change pas. Alors ce qui a changé quand même, c'est qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais depuis la révolution du pétrole de schiste, ils importent 800 000 barils par jour en moins du Nigeria. Voilà. Comme ça, vous le saurez, ça vous sert pas à grand-chose, mais en tout cas, c'est pas de l'Arabie Saoudite que c'est parti. Alors maintenant, on va rentrer dans le sujet un peu épineux du Moyen-Orient. J'ai vu ce graphique hier que je trouvais sympathique, qui explique un peu les relations au Moyen-Orient. Alors je vais vous dire qui on a dedans. Donc on a le gouvernement syrien, l'opposition syrienne, les Kurdes syriens, la Turquie. Alors États-Unis, Union européenne, ils auraient peut-être pu enlever États-Unis tout court, d'Amérique, d'Europe, je sais pas trop. Bon, c'est un peu réducteur quand même, parce que nous on avait des bons amis avec El Nostra et là ça apparaît pas. Donc vous avez l'Israël, vous avez l'Arabie Saoudite et Arab League, donc y compris le Qatar, gouvernement irakien, Kurdes irakiens, chiites irakiens, Iran. Voilà. Quand c'est rouge, c'est on n'est pas amis. Quand c'est vert, c'est on est un peu amis. Et le tableau se lit comme ça. On monte, on descend. Je vais pas vous faire le tableau en intégralité, mais je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Je me suis dit en fait le Moyen-Orient c'est très simple à comprendre. Vous savez comment fonctionne une entreprise? Une entreprise, il y a des actionnaires. Quand l'actionnaire il met un dirigeant, quand il fait son boulot et qu'ils sont contents et qu'ils ont des dividendes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis quand c'est plus le cas, on le sort et puis on met quelqu'un d'autre à la place. Eh bien, le Moyen-Orient, c'est pareil. C'est plusieurs entreprises. C'est des républiques fantoches que nous avons créées, dont nous sommes les actionnaires. Et puis, on a mis un
Alors là, c'est pas un chef d'entreprise, ça s'appelle un dictateur. Et puis donc on met un dictateur, et tant qu'il fait le boulot, qu'il nous file le pétrole, qu'il nous prend quelques armes, et que la population est contente, et que bon, il peut s'en mettre un peu de côté si ça lui fait plaisir. Faut pas que ça se voit trop. Tout va bien. Et puis le jour où on a un peu des graines qui se mettent dans l'embrayage, je pense à Saddam Hussein, à un moment donné, il a commencé à être moins accommodant. Donc là, on se dit bon bah écoute, on va te trouver une bonne raison. Et puis voilà, t'as des armes de destruction massive. Et puis tu t'en vas. Alors ce qui est important, c'est de savoir que on n'est pas complètement con. Mais comme on a découpé ces pays à la règle, tout droit, quand on se les est partagés, c'était après la Seconde Guerre mondiale, eh bien on n'a pas coupé, par exemple, parfois on a coupé au milieu, ou il se trouve que c'est des pays où il y a beaucoup de religions différentes. Donc, il y a des chiites, il y a des chiites, il y a des sunnites, chiites. Bon, on n'a pas fait gaffe à ça, c'était pas notre souci. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un indicateur laïque. Saddam Hussein, même s'il était plutôt sunnite, était plutôt dictateur laïque. Vous aviez ça en Tunisie, Moubarak, vous aviez ça en Libye, Kadhafi, vous avez ça en Syrie. Laïque aussi. Et on s'est dit, bon, ces gens-là, ils nous arrangent pas, donc Libye, on sort. Alors, pour les sortir, ces gens-là, c'est pas comme un actionnaire. Actionnaire, c'est facile, on l'enlève, on en remet un autre, ça se passe bien. Là, il faut faire des alliances. Et sauf que sur place, quand vous allez en Libye, c'est qui vos alliances? Ça s'appelle des rebelles. Alors, les rebelles, c'est un nouveau terme qui a été inventé. En fait, en 2001, ça s'appelait Al-Qaïda. Bon. Et comme c'était pas très sexy, on va dire c'est des rebelles. Et donc en Libye, on allait avec les rebelles, on a donné des armes aux rebelles et on a appuyé les rebelles avec des frappes aériennes. J'avais lu quelque part un pilote d'avion canadien qui avait dit en se marrant, c'est marrant, on est la force aérienne d'Al-Qaïda. Ils ont pas d'avion. Bon, soit. Mais en fait, c'est vrai. C'est ça qui est un peu triste. Et c'est un peu vrai. En Syrie, Bachar el-Assad, il nous arrange pas, on va trouver des rebelles. Bon, alors rebelles, Laurent Fabius a fait sa recherche sur Google, il a trouvé Al-Nosra, ils ont l'air sympas ces gens-là, on leur donne un peu d'armes, un peu de pognon. Ils font du bon boulot, c'est ce qu'il a dit à dedans, ça. Bon, Al-Nosra, c'est la filiale, il l'avait pas dit, mais c'était la filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Bon, alors forcément, c'était pas marqué, mais c'était un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que la Syrie, en fait, on a tout entendu sur cette guerre-là. On a entendu, oui, c'est sûr, c'est qu'il y a une concentration de choses. Il y a une guerre civile, les gens n'avaient plus à bouffer, donc c'est un peu chiant. Bon, il y a aussi le conflit entre les Arabes et les Perses, les Iraniens qui sont pas des Arabes. Il y a aussi les sunnites contre les chiites. Vous avez donc les chiites qui sont plutôt l'Iran, l'Irak, et puis un peu la Syrie, le Hezbollah, et quelques personnes comme ça. Et puis aussi la guerre froide, donc États-Unis, Russie. Et hop, on était en Ukraine, on se déplace, pas beaucoup, mais... qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, il y a une histoire que tout le monde ne connaît pas. On va parler un peu de pétrole. On va parler de gaz cette fois-ci. En fait, il se trouve qu'il y a le plus grand champ de gaz du monde entre le Qatar et l'Iran. Et donc, en fait, comme il est sous l'eau, ils ont chacun une paille. Donc, ils peuvent chacun aspirer du gaz et ils le revendent comme ils peuvent. Mais sauf que l'Iran a été frappé de sanctions internationales. Donc, ils peuvent plus vendre le gaz. Donc, pendant ce temps-là, le Qatar, il continue à aspirer le gaz, etc., machin. Sauf que l'Iran dit, attends, t'es gentil, mais tes bateaux, là, pour transporter ton gaz, tu passes ici. Donc, si tu continues à pomper de ma partie du champ, là, je vais pas te laisser passer. Très bien. Et donc, ils se sont dit, soit, on va faire un tuyau. On va faire ce qu'on appelle un pipeline. Et donc, on est allé voir, nos amis à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, le pipeline, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Turquie qui est aussi un État sunnite, on est tous chez les sunnites. Et donc, il allait voir Bachar el-Assad, écoute Bachar, je ferais bien passer un tuyau chez toi, je te reverse un peu d'argent quand le gaz passe, etc. Ça, c'était en 2009. Et Bachar était pas contre gagner un peu plus d'argent, donc il a dit, pourquoi pas, oui. Mais entre-temps, il y a des amis iraniens là qui ont fait, attends, non, tu vas pas, si tu fais passer ton gaz là par chez toi, ça va pas du tout m'arranger pour le truc. Donc moi, je vais faire un autre pipeline, ça s'appelle le Islamic Gas Pipeline. Il va faire Iran, Irak, Syrie. Et après, on zappe la Turquie, hop, on passe sous l'eau, et puis on va en Grèce ou en Bulgarie. Et comme ça, on emmène notre gaz directement à l'Europe, et on va prendre des parts de marché, parce que le Qatar a pas mal de parts de marché en Europe. Et ça, c'était en 2011, en fait. Et donc, Bachar a dit, ok, je vais pas faire le truc avec le Qatar, je vais plutôt le faire avec vous. Bon. Le Qatar, ça leur a pas plu. Donc, ils ont commencé par donner 3 milliards de dollars aux rebelles. Alors, rebelles, après, ça s'effraie. Il y a factions, il y a État islamique, Al-Nosra, machin.
Donc 3 milliards de dollars, on leur donne aussi pas que de l'argent, parce que l'argent, à part le bouffer, et encore, ça nourrit pas. On leur donne aussi des armes. Alors aujourd'hui, on parle de 10 milliards de dollars de financement. Alors il n'y a pas que les Qataris, il y a aussi les princes au Koweït, il y a aussi l'Arabie Saoudite. Bon, grâce à des ONG saoudiennes, c'est le pays des droits de l'homme, donc faut faire gaffe. Ils y arrivent assez bien. Et donc on est allé, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a mis tout le monde contre Bachar el-Assad? C'était quoi la raison? Pour quelle raison le Qatar irait armé pour sortir el-Assad? Et l'Arabie Saoudite? Parce qu'il est wahhabite, qui n'est pas chiite, donc pas sunnite, mais bon, non, il n'y a pas de, à part le gaz, pas vraiment. Vous savez que le gaz, c'est quand même l'énergie du futur, hein. Parce que si du pétrole, il y en a moins, il y aura quand même encore du gaz. Alors, ça fera pas rouler nos voitures, mais ça servira au moins à fabriquer nos iPhones et nos trucs comme ça, pour s'en servir. Alors, on est presque à la fin. Juste un petit mot, parce que je sais pas si vous savez, en 2015, on aura atteint un maximum d'exportation d'armes en France, 15 milliards d'euros. Hein, François, donc c'est plutôt Fabius d'ailleurs, très très bon vendeur d'armes, très très bon. C'est d'ailleurs avec Le Drian, hein, on était à 8 milliards en 14, là on a fait 15. Bon, et à qui on vend ces armes? Alors on les vend pas que à des démocrates, hein, les armes, c'est pas non plus fait pour. Bon. Donc ça c'est l'Arabie Saoudite. Hein, donc l'Arabie Saoudite, on leur a vendu 8 milliards d'euros d'armes entre 2010 et 2014. C'était pas que l'an dernier. Hein. Donc en fait, nous, on leur vend des armes et puis après, eux, ils les filent à l'État islamique. Bon, voilà. On leur donne pas directement, puis de toute façon, ils n'ont pas forcément l'argent, l'État islamique, donc ça nous arrange pas. Ils prennent une commission quand même là-dessus. Mais voilà, plus gros client. Alors il faut savoir que l'Arabie Saoudite, nous-mêmes, on leur achète du pétrole pour 9 milliards d'euros par an. Hein. Donc on a aussi besoin de ça. Il faut bien qu'on l'échange contre quelque chose. Hein. Donc c'est ce que je dis souvent, si vous voulez combattre le terrorisme, ben, vous laissez votre voiture au garage et vous prenez votre vélo. C'est ce qu'il y a le plus efficace. Hein. Parce que on n'est pas obligé d'avoir besoin de ces gens-là. Alors je peux pas finir cette présentation sans parler de la Turquie, hein, notre ami Recep Erdogan, hein, avec le César du meilleur double rôle, pour à la fois être dans l'OTAN et en même temps revendre le pétrole de l'État islamique. Alors il est quand même fort. Qu'est-ce qu'il fait Recep Erdogan, hein, c'est comme si on parlait de Paris sans la Tour Eiffel, hein, ça, c'est plus Paris. Là la Syrie, sans parler de la Turquie, c'est plus la Syrie, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Alors, quand vous arrivez, si vous êtes fichesse ou pas fichesse, hein, vous allez à Ankara. Bonjour, je veux aller voir l'État islamique. Hop, Uber, machin, limousine, direct. Donc, on vous accompagne. Si jamais vous êtes blessé, il y a la CMU pour tout le monde en Turquie. Donc vous repassez, vous revenez en Turquie, on vous soigne gratuitement. Si vous êtes État islamique, faut montrer. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et puis après, le pétrole. Alors le pétrole, c'est 25% des revenus de l'État islamique. Bon, le pétrole, c'est facile, parce qu'en fait, ils savaient faire ça avant. Je vous rappelle quand même que l'État islamique, c'est une création américaine. Enfin, ils n'ont pas fait exprès. Mais en fait, en allant en 2003 en Irak, en mettant le chaos en Irak, vous avez en 2011 les Américains qui partent, et là, avec un gouvernement chiite. Et là, vous commencez à avoir une persécution des sunnites. Alors, Saddam Hussein était sunnite, hein, le parti basse était sunnite, et les sunnites, c'est à peu près un tiers de la population en Irak. Et donc, à partir de 2011, les chiites persécutent les sunnites. Hein, je vous disais, c'était bien d'avoir un mec laïque. Là, c'est pas un mec laïque. Et donc, les sunnites irakiens, ils ont trouvé un nouveau nom. Ils s'appellent plus sunnites irakiens. C'est juste l'État islamique. Ces gens-là ont créé l'État islamique, descendre qu'avait laissé notre ami George Bush. Et donc, en fait, à l'époque, quand l'Irak était sous sanctions internationales, vous avez Saddam Hussein était allé voir, je sais plus qui était à l'époque en Turquie, mais il s'était arrangé pour pouvoir écouler le pétrole. Ça marchait bien. Donc là, c'était juste des petits automatismes à mettre en place. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a un peu de coton aussi, hein, qui revendent. Hein. Si vous regardez, si vous avez un peu le Made in Turkey, bon, peut-être un peu de contribution à l'État islamique. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Comme j'ai pris un peu plus de temps, je vous propose de pas me poser de questions et de les garder pour... Non, parce que ça fera... Et on les gardera, il y a une pause café dans une demi-heure, donc je répondrai avec plaisir à toutes vos questions.